on va partager bien sûr sur le sujet de la crise. Je remercie d'ailleurs nos 4 témoins qui vont témoigner aujourd'hui. Donc nous avons Hélène Létard qui est vétérinaire canin. Nous avons François Lindet, donc vétérinaire avicole. Charles Facon, vétérinaire aviaire. Et Julie Soulard, qui est ASV. Et je fais une petite aparté d'ailleurs pour la remercier tout particulièrement d'être là, de témoigner. Je sais que c'est difficile pour elle de parler devant un public, donc je vous demande bien sûr beaucoup de bienveillance et de réaliser qu'elle nous fait un cadeau, en tout cas en étant là. Donc merci Julie, merci énormément. Alors on va commencer par une première slide. Donc globalement, nos 4 témoins, vous nous partagez bien sûr une crise qu'ils ont vécue et nous raconter comment ils l'ont vécue et comment ils ont rebondi. Alors, je vais commencer par vous, Charles et Julie. Le 25 février 2022, ce qui nous intéresse, c'est de savoir, cette date, qu'est-ce qui se passe à cette date-là? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Vous battez pas. Bonjour. Mais je vais y aller, parce que le 25 février, je m'en souviendrai toute ma vie. Je travaillais ce samedi matin-là avec le vétérinaire Nicolas Villou. Il revenait d'une suspicion. Hein. Et là, quand j'ai vu sa tête le matin arriver, j'ai compris que le 25 février allait changer énormément de choses et qu'on partait pour des semaines très, très compliquées. Et là, après, tout s'est enchaîné. D'accord. Et toi, Charles, Alors, le 25 février, c'est le lendemain de l'entrée de Poutine en Ukraine. Donc, c'est une date qui pour nous est historique, mais d'un point de vue de notre activité, c'est l'entrée dans la crise majeure d'influenza aviaire pour notre cabinet. Et donc, c'est une date charnière qui fait que rien ne sera plus comme avant dans nos productions. Et on a en effet vécu la plus grosse crise de la production depuis qu'elle existe. Et voilà, on est en train d'en sortir, on espère, mais c'est le début de la plus grosse crise pour nous. Merci. Alors, je crois que François, la crise aviaire, c'est 2015, 2016, 2020, 2021, 2022. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe là quand on est... Quand on aime, on compte pas. Non. Oui, effectivement. Alors, si tout a commencé en Vendée en 2022, en février 2022, nous, à cette époque-là, on terminait notre 4e ou 5e crise d'ampleur. Donc, ce qui a été particulièrement difficile à vivre. Alors, c'est des crises, les chiffres sont forcément moins impressionnants que ce qu'on peut avoir en Vendée parce que les élevages sont plus petits, il y a moins d'élevage, mais par contre, proportionnellement, le traumatisme est le même. Et cette répétition, ce côté presque inéluctable, d'une année sur l'autre, où on sait que dès que les mauvais jours arrivent, la période à risque va recommencer, c'est particulièrement difficile à vivre. On a l'impression que les canards du Sud-Ouest ont été le paratonnerre de l'influenza aviaire pendant 5 ans. On était les seuls à qui ça arrivait. Des petits impacts, on voit les points rouges. Il y en a de temps en temps un peu ailleurs que dans le Sud-Ouest, mais globalement, les collègues s'en sortaient beaucoup mieux que nous. Donc on avait vraiment l'impression d'être complètement à l'envers sanitairement, et ça a été particulièrement difficile à vivre. Et puis en février 2022, effectivement, on s'est rendu compte que ça pouvait arriver aussi ailleurs, avec exactement les mêmes explications, et que finalement, il n'y avait pas vraiment ni de malédiction, ni de magie noire à voir là-dedans. Voilà, c'était donc quelque part, on s'est senti un peu moins seul dans notre misère à partir du mois de février 2022. D'accord. Hélène, alors Hélène, c'est une autre histoire. Hélène, ça date... Moi, c'est le 12 mai 2021. 12 mai 2021. Voilà. Décès de mon ex-mari vétérinaire, dont j'étais séparée depuis une dizaine d'années. Donc, c'est une partie de ma vie qui part. C'est mes enfants qui sont seuls, sans leur papa. C'est mes enfants que j'ai envie d'aider. C'est surtout une vie que j'avais oubliée, que j'avais placée ailleurs dans ma tête, parce qu'on était au départ associés dans une structure en Seine-Saint-Denis, et le divorce a fait que moi j'ai changé d'orientation. Donc pendant 10 ans, j'avais eu quasiment aucune nouvelle de cette clinique, de cette structure,
de mon ex-mari qui était un peu fâché contre moi. Et le 12 mai, ça a quand même été un cataclysme, parce que même si on est séparés, même si voilà, c'est le père de mes enfants, j'ai vécu des choses extraordinaires avec lui. Donc ouais, c'était difficile ce jour-là et les jours à venir. En préparant cette table ronde, on vous a demandé aux uns et aux autres de nous donner des photos. Et donc, on va demander à Hélène. Ah bah non, Hélène va rester là. Sur cette photo que tu nous as envoyée, qu'est-ce que ça représente pour toi Alors, c'est le cataclysme, c'est se retrouver seul face. J'aurais pu mettre une montagne, mais vous voyez que voilà, le chemin est vraiment très très étroit. Et je me suis retrouvée seule, en fait, avec mes enfants, parce que je n'ai rencontré aucune aide. Alors, des amis, bien sûr, mais quand il a fallu gérer, en fait, la clinique qui n'avait plus de chef à sa direction, et il a fallu sauver des emplois, il a fallu... Donc moi, je trouve que voilà, j'étais face à une montagne et à une tempête, et j'avais un petit parapluie, et voilà. Et en fait, mes enfants n'étant pas vétérinaires, ils sont adultes, hein, ils avaient à l'époque 30 et 32 ans, mais ils ne sont pas vétérinaires, donc ils n'ont pas le droit de gérer une clinique vétérinaire. Il y a des problèmes, bien évidemment, de succession, il y a des problèmes de banque qui coupent les comptes, et moi, je voyais quand même 3 salariés que j'avais envie de garder, que je connaissais d'avant, et voilà. Donc, effectivement, c'est moi seule face à la tempête. Merci. Alors, pour vous, François, Julie et Charles, alors ça, c'est ta photo, François, d'ailleurs. C'est la photo que tu as choisie. Photo qui est chargée un peu. Pourquoi tu as choisi cette photo ? En fait, quand on gère une crise influenza avec un virus aussi transmissible que ça, assez vite, les événements prennent une tournure inéluctable. Il y a beaucoup de fatalisme qui se met en place parce qu'on a l'impression que tout ce qui est en place va forcément être contaminé par le virus et qu'on a assez peu d'emprise. On a assez peu en fait, de latitude de prendre des décisions pour essayer de maîtriser son avenir. On est très passif finalement, alors tout en étant surmené, mais en fait on constate des événements sur lesquels on ne peut qu'agir vraiment de manière très marginale. Et donc cette analogie avec les feux, les méga-feux, bon, elle est un peu bateau, mais elle reste quand même très, très pertinente, je trouve, parce qu'on essaye d'élaborer des stratégies plus ou moins sophistiquées, où on fait des pare-feux, donc on va dépeupler des zones de 5-10 km de large en espérant que ça arrête la propagation du feu, et puis là le vent tourne, et puis il y a des flamèches qui sautent par-dessus le pare-feu, ou bien le feu couve et se propage dans le sous-sol par une voie qu'on n'avait absolument pas envisagée. Donc en fait, il y a... toutes nos stratégies, tout ce qu'on prévoit en fait est de manière assez méthodique, sans arrêt remise en question par le virus, et on voit assez rapidement les limites de tout ce qu'on peut faire. Donc à un moment, on finit par se dire on va accompagner les choses du mieux qu'on peut, mais finalement tout ce qui doit cramer finira par cramer, et ça s'arrêtera quand ça devra s'arrêter. Donc c'est ça qui est vraiment le plus difficile à vivre, c'est que dans la vie de tous les jours, dans nos entreprises, on est habitué à prendre son destin en main, prendre des décisions, à définir des stratégies. Et là, on constate en permanence, on maîtrise pas grand-chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre. Alors, c'est un peu dérisoire de parler de tout ça après qu'Hélène ait pris la parole. C'est vrai, il faut toujours relativiser, mais n'empêche que voilà, ces crises, alors encore plus quand elles sont à répétition, encore plus quand elles prennent des proportions dramatiques, comme ça a pu être le cas ces dernières années, sont particulièrement difficiles à vivre. Ouais. C'est la perte de contrôle totale sur Exactement, ce qui y arrive. Ok, merci. On va passer à la photo suivante. Ça, c'est une photo qui nous a été envoyée par vous deux, donc Charles et Julie. Photo qui est extrêmement forte en émotion, qu'on a trouvée d'ailleurs très belle, aussi belle dans la qualité de la photo, mais dans l'horreur qu'elle transpire. Est-ce que vous pourriez nous la commenter, cette photo ? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? Là, on est sur des animaux qui sont morts, soit par le virus lui-même, soit parce qu'on les a euthanasiés. Donc on en est sur les proportions que ça a pris dans notre territoire qui est Vendée militaire. On abat en 6 semaines 10 millions d'oiseaux. Ah oui. Donc on est sur des volumes
1% de la production, 1% de la production annuelle. Et donc, on est face à l'inéluctable. C'est vrai que cette analogie avec le feu très bien est très claire. Hein, c'est que ça équivaut à du feu en production animale. Et il faut s'imaginer qu'on est sur des territoires qui sont agricoles, très implantés sur l'élevage. Et ici, il y a beaucoup de canins dans cette salle. Et ça équivaut, ce qu'on est en train de faire là, finalement, à un constat que vous auriez plus de chiens dans vos clientèles à 100 km à la ronde. Tout serait mort ou doit mourir parce que de toute façon, le terreau du virus sera là. Donc, il n'y a pas de choix que d'enlever les sujets qui sont morts du virus ou de les euthanasier. Et ensuite, ça part dans des systèmes d'équarrissage avec les services de l'État qui sont bien sûr protégés puisqu'on est dans un cadre zoonotique et qui vont, potentiel, et qui vont désinfecter des animaux et de la production qui part. Et en fait, c'est vrai qu'on est des pathologistes, hein, on est moins de 150 en France à suivre des volailles. On est des pathologistes, on sait dans les livres qu'il peut y avoir certaines expressions qui vont faire 100% de mortalité, mais en fait on s'y habitue pas. On s'y habitue pas parce que le vivre avec un éleveur, c'est autre chose que le lire dans un livre. Et lorsqu'on a en quelques jours des milliers d'animaux qui meurent du virus, on se dit que c'est quand même très compliqué à vivre, même si on est en production animale, que de toute façon l'avenir c'est la production de viande et l'abattage. De toute façon les éleveurs ils s'y font pas du tout et c'est un traumatisme extrêmement important. Voilà, de voir partir ces animaux dans un godet alors que normalement ils sont chargés vivants dans des caisses, ouais. C'est assez incroyable. On va passer à la photo d'après. Est-ce que tu pourrais nous dire, Julie, quel a été l'impact en fait sur les équipes de ça, de ce qui a été vécu, de ces 10 millions d'animaux morts, quoi. L'impact sur les équipes, c'est que ça nous a montré aussi qu'on était soudés, mais encore plus, 10 fois, 20 fois plus, on était soudés. On a travaillé en équipe, on savait pas ce qui nous attendait. On avait chacun notre travail, on faisait ça, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Au jour le jour, on rentrait dans les protocoles, ça changeait tous les jours. En fait, on travaillait au jour le jour. On a tout arrêté d'un coup, ce qu'on faisait pour ma part, depuis 21 ans. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Il a fallu qu'on travaille autrement, et en équipe, et soudés. Et moi, en tout cas, pour ma part, ça a été une force pour moi de travailler en équipe, dans l'urgence. Ouais. Et on a vraiment su s'entraider, ce qui a fait que cette crise, alors, je voudrais pas dire ça, mais c'est pour ça qu'elle s'est bien passée aussi pour nous, et pour mes collègues aussi. Il n'y a personne qui a décroché au moment de cette gestion collective? Non, personne n'a décroché, et on savait qu'il fallait y aller, et on voyait aussi la détresse des éleveurs, donc c'était vraiment plus triste pour eux et malheureux pour eux, et nous, en fait, on était là pour les aider. Moi, je sais que j'ai un éleveur qui est venu et qui m'a regardé, j'ai voulu l'aider, en fait, lui donner le protocole qui était mis en route, et qui m'a dit « Bon, mais Julie, tu vas pas m'emmerder. Hein. Je suis pas là pour vous emmerder, je suis là pour vous aider, c'est tout. » Donc, mais voilà, ça nous a renforcés, en tout cas. Autant avec les vétérinaires que tout le monde. On a vraiment été un groupe. Vous avez fait bloc. Ouais, exactement. Ok, super. Justement, François, je voulais te passer la parole. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai que il y a la phase où le virus diffuse de manière très rapide. Donc là, on va de suspicion en suspicion. Généralement, on n'a pas la possibilité de passer plus de 20 minutes ou d'une demi-heure dans un élevage. Et pourtant, pour cet éleveur-là, c'est le monde qui se dérobe sous ses pieds le jour où on dit je pense que tu vas être foyé de grippe aviaire. Mais seulement, on est tellement pris par le temps, on n'a pas le temps matériel ne serait-ce que de le rappeler pour lui confirmer son résultat et lui expliquer ce qui va se passer. On est tellement pris dans un tourbillon, ça va tellement vite que ça aussi, avec le recul, c'est difficile. On devient presque des robots, quoi. On fait des tâches à la chaîne de manière super répétitive, en plus très séquencée, parce qu'en fait, vous avez le virus qui diffuse, ça dure 5-6 semaines,
mais ça vous génère du travail de merde pendant 8 ou 10 mois, quoi. Donc derrière, non, c'est vrai que c'est parti. Et puis en fait, c'est la gestion d'une crise, c'est de la manière la plus méthodique possible mettre à zéro votre propre clientèle, quoi. Donc on se dit bien qu'à un moment, bon, quand ça va s'arrêter, il va rester qu'un champ de ruines, et comment ça va repartir, quoi. C'est un côté extrêmement angoissant. Alors avec l'habitude des crises répétitives, on sait un peu mieux comment on va se relever, et on sait qu'on va se relever, mais c'est vrai que la solidarité dans les équipes, c'est vraiment un point super important. J'allais te demander justement comment toi, dans tes équipes, ça s'était passé. Plutôt bien, même si tous, individuellement, il y a un moment ou un autre, on a connu un craquage, quoi. Alors, on n'est pas tous foutus pareil, heureusement, parce que sinon, on aurait tous craqué en même temps, et là, ça aurait été très problématique, hein, mais les complémentarités, ce qui fait la diversité dans les profils d'une équipe, fait qu'il y a des moments où on sature. Et puis là, avec l'expérience, on apprend à le reconnaître chez nos collègues. On dit non, mais là, il est temps que tu éteignes ton téléphone et ton ordinateur pendant 24 ou 48 heures. Tu penses à autre chose et puis tu reviens quand tu t'es refait la cerise. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, forcément, on craque. Il y a des situations qui, psychologiquement, sont difficiles à vivre, des tâches qui sont... au niveau de l'épanouissement professionnel, c'est quelque part entre le fécalome et la vie dans le jeu glandanal, quoi, hein, pendant 9 mois. Donc, il y a un moment, on se dit quand est-ce que ça va se finir, ça parle. Que ça se termine rapidement, quoi. J'ai fait un peu de canine en plus avant de faire de l'Avière, donc je sais un tout petit peu de quoi je parle. Je pense avoir fait le bon choix en m'engageant vers l'Avière, et puis bon, j'ai connu des années difficiles, mais maintenant ça va mieux se passer, c'est sûr. Mais donc voilà, non, c'est clair que et puis alors de sortir, d'avoir traversé ces crises à répétition, et puis de retrouver la même équipe finalement avec les mêmes membres. Et puis, on s'aperçoit que la mémoire est sélective aussi. On se souvient plutôt des bons moments, des moments où pour se remonter le moral, on se fait un bon repas, un bon resto, on rigole pour oublier un peu la sinistrose ambiante. C'est ça qui reste en fait au final. Et quand on surmonte cette crise, qu'on en ressort et que les jours meilleurs s'annoncent, on revient plus fort, quoi. Merci. Hélène, tu nous parlais des collaborateurs que tu connaissais justement dans la clinique de ton mari. Ça a été quoi l'impact sur cette équipe ? Alors en fait, comme c'est suite à une maladie que Thierry est décédé, ils étaient quand même plus ou moins préparés à ce qu'il y ait une fin. Il était hospitalisé, mais ils ont été vraiment exemplaires. Ils ont joué le jeu, ils m'ont aidé, ils ne sont pas partis. Alors, il y en a une qui, malheureusement, donc c'est arrivé en mai, et je crois qu'en juin, en juillet, elle me dit c'était prévu, je suis désolée, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vais être obligée de partir parce que mon mari part. Enfin, voilà. Donc, mais je vous ai trouvé une remplaçante. Donc, voilà. Donc, on a quand même réussi. Leur impact, ils étaient hyper tristes et ils avaient travaillé pour. Alors, le remplaçant Veto, c'est plutôt un copain à moi, et lui, il avait travaillé avec lui peu de temps. Mais il m'a dit, Hélène, je resterai tout le temps qu'il faudra, il n'y a pas de souci. Il est d'ailleurs encore là-bas, alors qu'il pourrait être à la retraite. Mais voilà. Et pour les ASV, elles ont pris en charge un petit peu plus d'administratif dans la clinique, même si du coup j'ai été disponible pour elles tout le temps, sachant qu'à côté j'avais quand même aussi mon travail, et que c'est ça qui était un peu compliqué, que mes enfants n'avaient pas les compétences, et que il fallait payer les fournisseurs, payer les salariés, il fallait quand même les payer, c'est-à-dire qu'ils ont été gentils, mais il a quand même fallu les payer. Donc au départ ça a été un peu compliqué. Je peux le dire ici, j'ai signé des chèques parce que comme on avait travaillé ensemble, je me souvenais de la signature, donc j'ai antidaté des chèques et j'ai payé comme ça. Personne ne me dénoncera, j'espère. Ça restera entre nous, Hélène. Mais bon, j'étais obligée. Puis à un moment, la banque m'a dit terminé, les comptes sont bloqués. Donc il est mort le 12 mai. Le 30 juin, les comptes étaient bloqués. Et là, on se dit, comment on va faire ? Donc, je remercie Coveto, alors eux, ils ont été top parce qu'ils nous ont fait crédit pendant à peu près 6 mois sans nous envoyer de facture. Donc, merci, je sais qu'il y en a certains qui sont là. Et puis après, j'ai été obligée d'un peu de prendre sur mes deniers personnels pour payer les salariés. Après, on a pris une assurance vie. Les assurances vie, ça arrive relativement vite sur les comptes. Donc, on a pris l'assurance vie pour pouvoir payer...
Et puis, il fallait payer Orange, il fallait payer l'électricité. Un jour, on m'appelle, il n'y a plus d'électricité. Je dis, mais pourtant, on a été prélevé. Enfin bon, tout ce genre de choses. Voilà. Et il faut dire que mon ex-mari était en nom propre. Et je pense que s'il y a une leçon à tirer, on n'en est pas encore aux leçons, mais franchement, il ne faut pas être en nom propre dans une clinique vétérinaire. En tout cas, ce n'est pas possible. Parce que du jour au lendemain, c'est vraiment galère. Mais les équipes ont été... Donc c'était un veto, 2 secrétaires. Ils ont été parfaits. Merci. Alors, on a parlé des équipes, mais maintenant, à titre individuel. Hélène, par exemple, à titre individuel, voilà, comment tu as vécu ça? Comment ça se vit au quotidien? Comment on tient? Comment est-ce qu'on avance dans ces situations-là? De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu te dis que il faut avancer. Donc voilà, j'avais vraiment... En fait, je me suis fixé des objectifs. Les objectifs, c'était garder le personnel et d'arriver à vendre la structure, même à petit prix. C'était pas important, mais il fallait vendre pour qu'elle continue d'exister. À la fois pour mon ex-mari et à la fois aussi parce que j'avais travaillé, je l'avais un peu créé avec lui, donc j'avais envie qu'il y ait quand même une transmission. Le souci aussi, c'est que, chose que je ne savais pas, parce qu'au départ, moi, je m'étais dit, je vais pas, enfin, je serai là, mais je vais pas m'en occuper. J'étais plus rien dans cette clinique. Hein. On était séparés, divorcés, et les notaires ne s'occupent pas des biens professionnels dans ce genre de choses. Donc, le notaire m'a dit, non, ce n'est pas moi. L'URSSAF m'a dit, oui, mais vous n'êtes personne. Ok. Donc on avance, voilà. Donc je vous dis, j'ai effectivement pris sur mes deniers personnels, j'ai fait tout pour que ça fonctionne bien. Le comptable nous a beaucoup aidés et j'ai avancé. Je crois que tu te rends pas bien compte en fait. En fait, tu t'avances, tu sais qu'il faut le faire, tu le fais. Tu as des moments de découragement quand on t'appelle parce que la clim elle fonctionne plus, qu'il fait 40 dans la salle d'attente. Ok, mais moi j'étais partie en visite, donc en fait je fais comment, enfin tu vois, voilà. Mais non, il faut se donner des objectifs et avancer en fonction des objectifs qui ont été fixés. François, je crois qu'en titre personnel, ça n'a pas été... Ouais, ben, l'impact, il est forcément important. À la limite, une crise à gérer comme ça, tous les 10 ans, tous les 20 ans, bon, on s'en accommoderait. La répétition fait qu'il y a vraiment un phénomène d'usure, et puis surtout ce côté inéluctable où on sait qu'il y a tellement d'enseignements à tirer d'une crise sanitaire de cet ordre-là, qu'en fait, c'est impossible que d'une année sur l'autre, on mette en place toutes les mesures palliatives pour régler le problème. Donc forcément, la crise suivante met en lumière, en plus de ça, tout ce qu'on a fait passer un peu au second rang. Et c'est assez cruel hein, parce qu'il y avait des priorités, on les a traitées, il y a eu du boulot de fait, et puis finalement le virus redébarque, et puis c'est la même chose. Alors il diffuse d'une autre manière, c'est jamais exactement la même chose, mais c'est encore une fois, c'est assez cruel la manière dont ça met en évidence les choses qu'on a fait passer au second plan. Et donc oui, forcément, d'un point de vue personnel, alors c'est compliqué. La vie de famille est aussi compliquée dans ces moments-là parce qu'on passe. Moi, je me souviens de la première crise. Notre fille, Elise, elle avait 6 ans. On pouvait pas lui répondre. Enfin, je ne pouvais pas lui répondre quand elle me demandait ce que j'avais fait de ma journée, quoi. Donc ça, bon, être obligé de mentir à son enfant, bon, c'est pas très agréable. De ne pas être là avec son enfant le jour de Noël, ça l'est pas non plus. Bon, voilà, il y a du taf, c'est comme ça. Mais la répétition fait là aussi que c'est compliqué. Alors, c'est vrai que là, on était beaucoup moins bons que les Vendéens aussi. C'est qu'on a systématiquement eu nos crises juste avant les fêtes de fin d'année, quoi. Donc il y a aussi cet effet-là, alors, je crois que c'est à 5 ou 6 reprises entre 2015 et 2023 qu'on a eu des foyers au moment des fêtes de fin d'année. Et là, clairement, c'est quasiment plus possible de prévoir quoi que ce soit à cette période-là de l'année parce qu'on sait que de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il va falloir annuler ou revoir ses plans. Donc bon, c'est vrai que c'est vraiment usant. Mais encore une fois, le collectif est important dans ces moments-là parce que voilà, on a tous nos coups de moins bien et c'est important de pouvoir se reposer sur quelqu'un quand ça va un peu moins bien pour pouvoir repartir. Mais là, c'est vrai qu'il est temps que ça s'arrête quand même parce que ma fille avait 6 ans à la première crise, maintenant elle en a 14, elle se rend un peu mieux compte de ce que je fais. Et au début, je lui faisais de la peine, maintenant je lui fais plus pitié qu'autre chose, donc il est vraiment temps que ça s'arrête, quoi.
Et Julie, je crois que... Oui, l'impact personnel, ça a été compliqué. En 21 ans, j'ai jamais eu d'arrêt de travail, mis à part mes grossesses. Et là, j'ai été en arrêt de travail. J'ai été bloquée du dos et des cervicales. J'ai été alitée pendant 1 semaine. Mon mari me donnait à manger à la paille. Je pouvais rien faire du tout. À la maison, j'étais exécrable. En fait, j'avais plus de vie personnelle pendant quelques semaines, quoi. C'était le travail. J'arrivais pas à m'en défaire. On n'arrivait pas. Et après, professionnellement, j'étais bien qu'au travail, en fait, parce que les gens autour de moi, on a beau leur expliquer, mais s'ils ne vivent pas la situation, on a toujours du mal à comprendre. Donc, en fait, je me sentais bien au travail parce que les vétérinaires, on se comprenait tous, en fait. On était vraiment dans le même moule. Et du coup, il y avait un côté rassurant, justement. Mais beaucoup de mal personnellement à s'en défaire. Ouais. Ça a été compliqué, ouais, très compliqué. Et toi, Charles? Je pense que ça a été le pire semestre de ma petite existence. Hein. C'est clair que c'est un moment qui est extrêmement prenant parce qu'on est des professionnels engagés. C'est clair qu'on a des éleveurs aussi qui sont des pros en face. Donc on met tout au boulot. Alors, c'est vrai qu'en termes de timing, cette crise, on a été un peu épargné médiatiquement parce que, en fait, la crise vendéenne, elle est entre l'entrée de Poutine en Ukraine et la réélection de Macron. Donc, en fait, on n'a pas vraiment de place médiatique. Donc là au moins, on a gagné ça. Et puis moi, à titre perso, on a accueilli notre 3e enfant le 17 avril. Donc ça veut dire que pendant toute la crise, entre le 25 février et le 17 avril, les journées sont très compliquées. Elles sont sous tension et le soir il y a les 2 chiens, maman sous progestatif, c'est très compliqué et c'est sous tension également. Donc ça a été un semestre extrêmement compliqué où je passais mes journées à me faire engueuler le soir aussi. Donc Julie elle m'avait dit un jour on t'a trouvé calme, t'étais un des plus calmes des associés. En fait, j'étais peut-être... Ouais, c'est vrai. J'ai jamais dit, mais j'étais peut-être déjà en mode sécurité pour pas péter un boulard, tout simplement. Parce que c'est vrai que, voilà, la gamine arrive, on est très content, je m'arrête quelques heures, et puis après, je repars, et 1 an et demi après, j'en entends toujours parler, que je me suis pas arrêté pour l'arrivée de l'enfant. Donc c'est vrai que c'est des moments où on a sacrifié forcément un peu de la vie de famille. Mais bon, c'est ça, hein, quand on est des pros engagés, on est des pros engagés. Hein, c'est ça qui est important quand même. Ok, merci. Alors la thématique du forum, c'était la crise et après. Et donc on va bien sûr vous poser la question les uns après les autres. Et on va commencer par toi, Charles. Qu'est-ce qui a été positif dans cette crise? Quelle opportunité tu vois maintenant avec du coup un peu plus d'1 an de recul? Qu'est-ce que ça a généré de bien, cette crise? On va changer en fait de position hiérarchique de ce qui arrive. Et c'est pareil pour nos clients. Hein. Aujourd'hui, après avoir vécu ça, il y a en fait peu de problèmes au quotidien. Parce que suite à une crise comme ça, tout est relativement faible en fait. Hein. C'est des petites crises du quotidien. Forcément, ça a aussi mis en valeur, ça a déjà été dit, l'équipe, parce que on a des problématiques qui sont d'ordre professionnel et personnel, et on voit bien que les cabinets vétos qui étaient les plus importants en taille sont ceux qui ont le mieux passé cette crise, parce qu'on peut s'écouter, on peut se parler, on peut vider son sac, on peut faire confiance aux autres. Et puis on a la conviction que une crise sanitaire ça dure 3 ans, que Didier Raoult nous disait bien que la prochaine menace c'était les virus ARN, ils sont là. On a la VHD en lapin, on a la peste porcine en cochon, on a la chance aussi, et c'est vrai que ça a été une chance de sortir d'une pandémie de Covid qui fait qu'en France on a 68 millions de virologistes, donc c'est plus facile d'expliquer les choses lorsqu'on parle... Bravo, c'est une belle façon de dire les choses. Lorsqu'on veut expliquer, là on met en place une vaccination en ce moment, oui. Vous le savez, donc c'est vrai que voilà, ils sont tous au courant de ce que c'est un vaccin ARN messager, ils sont tous au courant de ce que c'est que la sérologie, la PCR, tous. Donc c'est vrai que c'est un véritable facilité à comprendre, à faire passer les messages, ouais. Et c'est des évidences. Donc ouais, ça avance maintenant. Ouais, on reviendra pas en arrière à travailler tout seul dans notre coin, parce que c'est ça qui fait qu'on peut souffrir encore plus fortement. Ouais.
Et est-ce qu'un jour, tu te diras, chouette, il y a eu cette crise? Non, on peut pas dire ça parce que certes, on apprend et on est plus fort hein, après la crise, c'est évident. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est quand même, ça remet en cause à la fois nos moyens de subsistance, c'est-à-dire ce qu'on produit en France pour se nourrir. Ça remet en cause la dégradation de l'environnement, la montée des virus depuis le sud avec le réchauffement climatique. Ça remet en cause, voilà, on a plein de choses autour de l'organisation du monde, de la circulation. Voilà, on peut pas se réjouir de ça. Alors, c'est vrai que au moins on a une certitude, c'est que notre belle corporation sera toujours aux avant-postes. Ça va, on va pas manquer de boulot. Mais non, pour les gens, on peut pas souhaiter ça. Non. Alors, c'était pas dans le sens de souhaiter, mais plutôt d'en avoir tiré des choses qui sont définitivement plein de choses positives. Les équipes, de toute façon, moi, je suis à mi-carrière. J'espère pas revivre quelque chose comme ça. Mais c'est évident que là, les jeunes, on en a un, Corentin, qui a 2 ans de boîte, et qui me disait le soir d'une euthanasie où on était 6 vétos à injecter au T61 17 500 pigeons. Donc sur un chantier avec 18 manœuvres de notre équipe. On a passé toute la journée où il me dit c'est quand même 2 ans après la sortie de l'école, je pensais pas participer à ça. Et je lui dis de toute façon tu vas rester avec nous, ça se passe très bien et tu auras été celui le plus jeune qui aura vécu la crise de 2022. Les autres ils en entendront parler et lui c'est sûr que l'expérience elle est là. Julie, tu nous parlais vraiment de la cohésion que ça avait créé en équipe. Avec justement un petit peu ce recul, maintenant, qu'est-ce que tu en as tiré, toi, de positif? Alors moi, comme je le disais à mon entretien, on a des entretiens personnels. Pour moi, ça a vraiment été un mal pour un bien. Moi, j'en retire vraiment un point positif parce que j'ai su travailler dans l'urgence, alors qu'avant, on m'aurait dit ça. J'aurais dit non, je peux pas faire ça, je peux pas faire tout ça en peu de temps, non. Et en fait, on a su s'adapter, mais on n'a pas eu le choix non plus, mais on y est arrivé. Et en équipe, je pense qu'on l'a bien fait. Ça devrait revenir, on sait comment travailler, on sait comment en faire tout ça. Mais ouais, le point positif, c'est travailler dans l'urgence, en cohésion et tous. Autant vétérinaires qu'ASV, que les logisticiens, enfin tout le monde. Donc c'est un point positif pour ça, ouais. Ça nous a soudés, ressoudés. Ça a généré de nouvelles ressources. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois d'autres points positifs? Dans l'équipe, tu disais, ouais. Oui. Parce que cette cohésion, elle est restée. Oui, elle est restée. Elle l'était déjà avant. D'accord. Mais personne n'était de son côté. On s'est vraiment tous entraidés, et, tous les services confondus, en fait. C'est vrai que Charles, une fois, tu le disais très bien. Nous, on préparait les commandes, on préparait les visites, tel client, tel. Et Charles, tu m'avais dit une fois, vous faites tout le travail et nous on exécute quoi. Si vous n'étiez pas là pour tout préparer. C'est vrai. Ouais. Dans le retexte qu'on a fait, nos équipes nous ont dit, mais parce qu'en fait, comme c'est du mandat sanitaire, toutes les équipes qui ont un diplôme sont sur le terrain. Donc ça veut dire que d'un point de vue managérial, vous avez scalpé tout le management intermédiaire que vous avez dans le cabinet vétérinaire. Et nous on est très fort là-dessus puisqu'on a beaucoup d'associés. Et tous les vétos sont sur le terrain. Donc, au Rotex, le personnel nous dit nous, on était vraiment déboussolés parce que vous n'étiez plus là. Et nous, on leur a dit nous, en fait, on avait l'impression que vous aviez pris notre cerveau et qu'on était vos bras et vos jambes. Et donc, forcément, dans le niveau de délégation, d'implication, en plus, on a d'excellentes équipes, mais dans le niveau de délégation, on en était là. Hein. Donc, nous. On est très digitalisé également. Le matin, on monte dans nos voitures et tout est planifié et on attaque. Et en fait, les cerveaux, ils étaient là. Quoi, ils sont toujours. Mais on est proche de l'entreprise. Nous, on réfléchissait beaucoup moins. Chouette. Ouais. Et du coup, François, pour toi, l'après, qu'est-ce que... Alors, l'après... avec la récurrence des crises... Il y a plein d'espoirs, il y a plein de promesses. Mais ce que j'ai retenu de ça, c'est que, globalement... le boulot, les donneurs d'ordre dans ces moments-là, c'est l'administration. Et on n'a pas fait le métier de veto pour être le bras armé de l'administration, mais c'est la réalité quand même. Et alors c'est encore plus difficile à vivre
quand ces gens-là alors nous font faire des tâches ingrates, bon ça à la limite c'est le job, mais par contre mettre 1 an ou 1 an et demi à nous payer, bon ça c'est beaucoup plus difficile à entendre et à vivre. Et c'est la même chose, enfin, on en est à 5e ou 6e crise et les délais de paiement sont toujours aussi longs, quoi, hein. Donc bon, il y a un moment où... Quand tu dis long, c'est... Ah ouais, ben là j'avais mis un exemple pour des euthanasies qui ont été faites au mois d'avril 2022. La DDPP de Dordogne va nous verser 53 000 € là, dans les jours qui viennent. C'est quand même pas rien. Ah Quoi. ouais, Donc, 1 an et demi plus ouais, tard. Quoi. ouais. Okay. Et puis 53 000 €, c'est pas comme si... Voilà, c'est pas une aumône, c'est pas un pourboire. C'est du boulot qui a été fait rigoureusement. Donc voilà, donc ça c'est compliqué à vivre. Donc il y a un moment, enfin, ma manière de craquer, c'est d'envoyer un mail relativement assez sarcastique un samedi matin à 8h du mat avec une liste de diffusion bien large et le mail s'intitule « Ça ne peut plus durer ». Et en fait... Tant qu'on dit rien, tant qu'on l'ouvre pas, ben, on charge la mule, c'est bon, il y a des petits soldats, ils poussent les écouvillons, ils sont vachement bien organisés et on continue de s'appuyer sur eux. Mais le jour où on l'ouvre, ben, finalement, on commence à avoir accès à des personnes qu'on ne connaissait pas. Alors moi j'ai découvert un nouveau monde, à la DRAF, au SRAL, à la DGAL, des gens qui sont des gestionnaires de crise depuis un bureau. Moi, gestionnaire de crise depuis le terrain. Et je vois... Alors, eux aussi, pour être honnête, ils font pas un boulot marrant dans ces moments-là, mais on se connaissait même pas, quoi. Et avec les crises successives, on a appris à se parler, on a appris à se connaître. Et ces relations qui ont été tissées au fur et à mesure des crises ont permis aussi certainement de faire avancer plus rapidement le projet vaccination. Alors, ce qui s'est passé en Vendée, la catastrophe écologique aussi, parce qu'en termes de biodiversité, il y a des animaux sauvages qui meurent en masse un peu partout dans le monde. Enfin voilà, ça prend une ampleur, cette crise qui est vraiment vertigineuse. Mais d'avoir pu tisser ces liens au fur et à mesure des crises a permis de vraiment travailler en co-construction avec l'administration dans la définition de la stratégie vaccinale. Et ça, clairement, c'est une récompense. Alors, le jeu en valait certainement la chandelle. 8 ans, c'était long quand même avant de pouvoir parler de vaccination. Mais voilà, aujourd'hui, l'administration a la garantie de pouvoir compter sur des vétérinaires qui ont été moteurs dans le fait de pouvoir vacciner et qui vont s'investir au moins autant qu'ils l'ont fait pour gérer les crises, pour que la vaccination marche, quoi. Et donc ça, clairement, oui, c'est un plus. C'est une vraie raison d'espérer. Et puis, d'avoir passé ces crises, on sait qu'on est structuré. Alors, ouais, Charles l'expliquait bien, c'est vrai que la taille des entreprises aide, mais voilà, on est capable de gérer des logistiques importantes, que ce soit pour gérer des crises, aussi bien pour gérer une vaccination. Voilà, vacciner 400 000 canards en une semaine, on a démontré qu'on était capable de le faire. La semaine avant, la vaccination était interdite. Semaine 40, on a vacciné 400 000 canards dans le sud-ouest de la France. Voilà. Quelque part, ça veut dire aussi l'implication et la structuration pour gérer ça, quoi. Donc clairement, alors on est content de pouvoir vacciner parce que c'est aussi d'une certaine manière reprendre un peu son destin en main plutôt que de subir en permanence. On le voit sur la photo. Ouais. Et donc voilà, ça c'est juste faire le mariole avec le ministre dans un bâtiment d'élevage, c'est toujours rigolo. Mais voilà, avec la DGAL, avec le cabinet du ministre, avec la SNGTV, enfin toutes les relations maintenant sont clairement établies, les canaux de diffusion sont très très perméables et donc on a accès à des gens dont on ne connaissait pas l'existence et réciproquement avant ces crises, quoi. Et alors, le François, d'après toutes ces crises, il a quoi de plus que le François d'avant 2016 Des cheveux blancs et quelques kilos, non? L'expérience, ouais. Alors ça a été dit, on a succédé à une génération de vétérinaires qui n'ont jamais connu les pestes aviaires que dans les livres, quoi. Nous, en 2022, on a eu des communes qui étaient à la fois en zone réglementée maladie de Newcastle et en zone réglementée influenze aviaire hautement pathogène. Alors, autrefois, il fallait faire des milliers de kilomètres pour se retrouver dans des situations comme ça. Donc c'est vrai que c'était pas non plus nécessaire d'avoir 6 crises pour apprendre ce que c'était que d'en gérer. Une seule aurait suffi. Mais c'est vrai que on va être une génération de vétos qui aura connu des crises de l'influenze aviaire clinique dans la clientèle et le déploiement d'une stratégie vaccinale d'ampleur pour mieux maîtriser ce risque-là. Enfin, c'est un moment quand même historique de la profession, en tout cas pour les filières. Et d'y avoir participé, d'y avoir contribué, ça fait une expérience quand même assez conséquente. D'ailleurs, qu'on pourra certainement faire valoir à l'étranger. Enfin, voilà, il y a assez peu de vétérinaires finalement. C'est une expertise. Qui pourront se dire, nous,
on a eu des problèmes, on a mis de la vaccination tout en surveillant ce qui se passait dans les élevages pour être sûr que sous couvert de vaccination, le virus ne diffusait pas. Et voilà, et ça, on va être le premier pays à le faire. Alors forcément, on est aussi très observé par rapport à ça. Donc c'est un honneur que d'être au cœur du dispositif. C'est aussi une obligation professionnelle importante, mais on a tous à cœur d'y arriver. Donc il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et en tout cas, ça nous permet de tourner la page et non pas de clore le livre, mais en tout cas d'entamer un nouveau chapitre, quoi. Chouette, merci. Hélène, toi, comment tu es sortie du tunnel? Tu m'as dit, je suis sortie du tunnel. Indemne. Indemne. Oui, j'ai éprouvé une certaine fierté à avoir réussi, parce qu'en fait, au mois de décembre qui a suivi le décès, la clientèle était vendue à une petite chaîne Metavet, et grâce à un de mes associés qui était là hier, mais qui n'est pas là, Nicolas Pizzina, qui m'avait mis en relation avec eux. Donc ils ont gardé le personnel, on a réussi à payer toutes les charges, à tout mettre d'équerre. Donc oui, une grande fierté. Aussi d'avoir aidé mes enfants avec qui je suis très liée. Donc de toute façon, je suis toujours liée avec eux, et ça n'a pas changé. Après, c'est vrai, prendre un peu de recul sur l'administration qui n'est pas tout à fait aidante, sur la banque qui avait vraiment un service, comment on appelle ça, service succession, mais nul, c'est-à-dire qu'aucune aide. Donc mes enfants ont changé de banque. Ça a changé. Je ne sais pas si c'est une bonne évolution, mais voilà, ils ont changé de banque. C'était peut-être une opportunité. En fait. Voilà. Non, mais il faut toujours. Et puis, je suis d'un tempérament assez optimiste, donc ça reste un décès, c'est ça qui est difficile, mais toute l'expérience que ça a donné après, c'est du lien qui se crée, voilà. Et d'ailleurs, le remplaçant Bertin, il est toujours pas parti de la clinique. Je lui ai dit, mais tu sais, Bertin, maintenant, il est à l'âge de la retraite. Il était venu parce qu'il lui manquait des trimestres. Et là, il était arrivé en avril 2021. Il est toujours là et il est bien. Il n'a pas envie de partir. Donc là, la photo, c'est le repas qu'on avait fait avec Bertin, sa femme. Il y a mon fils en premier et alors 2 des 3 ASV, puisque on a fait un déjeuner pour les remercier et qu'elles aillent de l'avant. Et en fait, tout va bien maintenant à la clinique. Donc, je suis assez fière. On va peut-être clore. Merci pour vos témoignages. On peut les applaudir énormément. Merci.